par mois. Cette fois-ci, on a changé de style. Donc, tout au long du mois de février, nous avons choisi de vous parler de la puissance de vos décisions. On a choisi donc un sujet par mois qui va être discuté par quatre experts, quatre coachs professionnels certifiés. Chacun va apporter sa couleur, chacun va apporter son expertise par rapport au sujet, mais aussi partager des outils pour pouvoir, guider les participants à mieux comprendre, à mieux appréhender le sujet. Et comme ça, ils vont pouvoir avoir plusieurs façons de traiter le sujet, plusieurs angles de vue, et ça ne pourra qu'enrichir les personnes qui sont là et qui nous suivent depuis mars dernier et que nous faisons donc des lives et que nous accompagnons les lecteurs de Coaching News Magazine, mais aussi le grand public à mieux comprendre les outils et les fondements et les fondamentaux du métier de coach qui nous passionne aujourd'hui avec notre invité Sausen Difalla de Tunisie. Je suis ravie, Sausen, de te recevoir et c'est magnifique ce que la technologie nous permet aujourd'hui, cette ouverture, et on se sent alors citoyen du monde, il n'y a plus de frontières et véritablement nous formons et nous nous enrichissons mutuellement. En même temps que je te parle, Sausen, d'autres personnes sont en train de se joindre à nous et je voudrais qu'ils profitent de cette introduction. C'est pour ça que j'ai fait un petit arrêt. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes le 23 février et nous clôturons ce thème avec notre invitée de ce soir, Madame Sausen Difalla de Tunis, qui est enseignante universitaire. Elle est passionnée de capital humain, elle est coach neurosensoriel, elle est consultante certifiée Nova Profil. Elle est aussi membre du board de ICF Chapter de Tunisie. Elle est cofondatrice de la plateforme moncoach.tn et elle contribue à répandre la culture du coaching auprès du grand public. Et voici une mission que je partage avec toi, cher ami. Et donc, nous partageons les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, comme je disais, nous allons clôturer la discussion autour du thème de la puissance de vos décisions. Et donc, ta présentation va s'articuler, comme tu me l'as déjà bien annoncé dans ton mail, autour de 3 points importants. Donc, ces 3 points qui sont, l'alignement comme condition et conséquence de la prise de bonnes décisions. Parce qu'effectivement, nos résultats vont dépendre de la qualité de nos décisions. En deuxième point, tu vas nous parler de l'approche neurolinguistique au service de la prise de décision. Neurosensorielle. Ah, pardon, neurosensorielle. Exactement. Donc l'approche, je pense que j'ai dû reprendre, j'ai dû reprendre ce que tu m'as écrit et du coup Premier. c'est aussi bien parce que la PNL aussi nous apporte des éclairages par rapport à cela, mais toi tu vas plus focaliser aujourd'hui sur l'approche neurosensorielle. Et enfin, Sausen, tu vas avoir cette générosité de partager avec nos chers participants de ce soir une boîte à outils assez variée qui est opérationnelle pour les aider à mieux prendre ou à réussir leur processus de prise de décision. Merci beaucoup, Sausen, pour ta patience et je te prie de bien vouloir compléter
si j'ai omis une information qui est pour toi importante. Donc, je te cède la parole et je te souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Merci beaucoup, cher Séné, pour cette belle présentation. Merci pour ton invitation et pour ta confiance. Recevoir une invitation de ta part pour animer un live pour Coaching News Magazine et parler devant un tel auditoire, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est un challenge aussi dont je suis fière et qui va sûrement contribuer à mon apprentissage. Comme tu l'as dit, j'ai beaucoup suivi avec beaucoup d'intérêt les précédentes interventions et vous avez parlé justement de processus de prise de décision, des différents types de décisions, le lien entre la décision et plusieurs autres concepts comme l'intelligence émotionnelle, la récompense, les freins à cette prise de décision, tels que la peur de l'échec, la peur de l'erreur, la résistance au changement, etc. Et avec ma présentation, j'espère justement, comme tu l'as souligné, apporter un autre prisme, une autre carte du monde, la mienne, en parlant de comment notamment mettre l'approche neurosensorielle au service de la prise de décision. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de commencer ma présentation par vous raconter, donc un peu de storytelling, comment j'ai fait pour prendre ma décision pour animer ce live. Au départ, je me rappelle quand tu m'as appelé pour animer un live, l'idée que j'ai eue spontanément, c'est de parler de l'approche neurosensorielle. J'ai dit, OK, je vais parler de ça d'une façon générale. Voilà. Après, juste après, hein, dans la foulée, tu m'as envoyé le thème du mois qui était et qui est la puissance de vos décisions ou bien la puissance de la décision. Et tu m'as demandé si je pouvais adapter ma présentation dans ce sens. Alors, j'étais dans ma voiture, j'ai lu ta proposition, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, c'est pas tout à fait de quoi on a parlé. C'est différent, ça va me prendre un certain temps pour préparer ça. J'ai déjà beaucoup de travail, je viens de me faire coacher et auto-coacher sur mon équilibre vie personnelle, vie professionnelle et ainsi de suite. Voilà. En même temps, une autre voix intérieure me disait c'est aussi une très bonne idée de parler de la prise de décision selon l'approche neurosensorielle. C'est une occasion pour monter en agilité, en compétences. En plus, je fais un cours sur le leadership, donc pourquoi pas. Donc, il y avait un tiraillement qui a créé chez moi un stress. J'ai eu en une fraction de seconde l'idée de dire non, de fuir et dire non. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas dit non? C'est-à-dire que j'ai pas été dans la réaction, en fait. C'est pas qu'il ne faut pas dire non, mais que j'ai pas été dans la réaction. C'est une sorte de contraction au niveau de mon corps et une sorte de déconcentration, un manque de présence. Voilà. C'est vraiment subtil, hein. Je fais exprès d'entrer dans les détails pour voir comment on peut passer à côté de plusieurs messages et plusieurs informations au quotidien. Et le fait de remarquer ça, ça veut dire le fait de poser mon attention sur ça, sur ces manifestations corporelles, sur cette déconcentration qui m'était un peu désagréable, ça m'a tout de suite arrêté pour faire le point. Et j'étais dans ma voiture en attendant mes enfants sortir de l'école. Et voilà. Alors, je demande le partage. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé d'abord ces pensées contradictoires. Après, j'ai observé cette peur, la peur de peut-être ne pas y arriver, en tout cas pas dans l'énergie que je voulais, c'est-à-dire dans l'amusement, le plaisir, comme j'aime faire les choses. Et après, j'ai observé cette contraction au niveau de mon corps. Une fois j'ai fait ça, presque instantanément, je vois apparaître d'autres pensées.
Quel sens est pensé? D'abord, il y a une amie à moi qui s'appelle Shedia, que je salue si elle est là. Elle m'a proposé juste la veille d'animer une série de live sur la plateforme moncoach.tl. Le lendemain, tu m'appelles pour animer un live. Or, j'ai cette croyance qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous qui permettent de grandir, des synchronicités comme j'aime les appeler. Je me suis rappelé aussi une citation que j'aime beaucoup, que je dis souvent à mes enfants et à mes étudiants. C'est que la seule façon d'être sûr de ne pas réussir est de ne pas essayer. Et qu'il vaut mieux prendre une décision que de ne pas en prendre par peur qu'elle ne soit pas la bonne. D'ailleurs, je mets l'adjectif bonne entre guillemets. Il est pour moi plus juste de parler de décision écologique, c'est-à-dire en fonction des besoins et des ressources que cette personne a dans un espace-temps bien déterminé. Alors, l'ensemble de ces recadrages m'ont permis de voir la situation d'un autre angle, avec d'autres lunettes. C'est comme si j'ai changé de position et que je voyais la même chose avec d'autres lunettes. Voilà. Et donc, je vois tout de suite mon stress se dissiper et j'étais traversée par une autre énergie amusante, aventurière. J'ai pas tardé à te répondre, hein. Tout ça s'est passé en quelques minutes. Et j'ai pris une décision en toute conscience qui était, allez, jouons le jeu. Tu te rappelles de ça? Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je suis déjà dans le vif du sujet, c'est même pas une introduction, hein. Voilà. Si on décortique un peu ce qui s'est passé, il y a eu d'abord un élément déclencheur, des pensées limitantes, contradictoires, un tiraillement. Après, une émotion qui était la peur de ne pas y arriver. Comme première réaction instinctive sous l'effet du stress généré par cette peur, l'envie de fuir et de dire non. Après, cette réaction a été, heureusement, court-circuitée par une prise de conscience de sensations corporelles inconfortables. Et après, ça m'a permis de prendre du recul. Et cette prise de recul, cet espace entre moi et tout ce qui s'est passé au niveau de mes émotions, de mes sensations corporelles, etc., m'ont permis, donc cette prise de recul et cet espace, de faire des recadrages et de me connecter avec des valeurs et des expériences ressources. D'accord? Et la décision était prise en toute conscience. Et là, je vais mettre l'accent sur un concept avec lequel, je me rappelle, tu as terminé et tu as conclu ton premier live, Séné. Tu l'as également évoqué après, c'est l'alignement. Voilà. Et si je retourne à mon exemple, ce qui m'a permis de prendre la bonne décision, c'est cette prise de conscience qu'au départ, je n'étais pas OK. C'est-à-dire, je n'étais pas ancrée, je n'étais pas alignée. Le fait que je n'étais pas OK, ça a fait que un déclic chez moi a été généré pour prendre du recul et observer et accepter ce qui est. Et après, prendre la décision écologique dans le respect de mes besoins et de mes ressources en fonction de ce que j'avais à cet instant-là comme besoins et ressources. Et en prenant cette décision, j'étais OK. Donc, je dirais qu'il y a une sorte d'interdépendance entre l'alignement et la prise de décision. Voilà. C'est-à-dire quand quelqu'un il va prendre la bonne décision, il va être aligné. Et quand il va être aligné, ça va lui permettre de prendre la bonne décision. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on sait qu'on est aligné. Il y a d'abord cette notion d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va prendre une décision,
c'est avec quelle énergie? Est-ce que c'est dans la souffrance, dans la contraction, ou bien c'est dans la facilité, dans la fluidité, dans la jouissance, avec une impression que ça coule de source? D'accord? Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler d'une croyance très, très répandue, selon laquelle il faut travailler dur pour avancer, pour mériter ce qu'on a. Moi, je crois qu'on peut avancer, qu'on peut réussir tout en étant dans la facilité, dans la fluidité et dans l'amusement. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi pour moi sur également la prise de décision. Combien de décisions très stratégiques et très, très importantes ont été prises juste en se basant sur une intuition. Et on sent que c'est la bonne décision, alors qu'on n'a pas vraiment fait un réel travail de recherche d'informations. On va suivre une simple intuition et on va prendre des décisions vraiment très conséquentes et très importantes et qui ont un impact très important sur notre vie. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens à comment on va repérer qu'on est aligné. Donc, il y a cette notion d'énergie. Euh, il y a également cette notion de mission de vie. Quand on connaît sa mission de vie, ça peut beaucoup aider à avoir beaucoup de clarté au niveau de ses prises de décision. Pour parler de mon cas, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé au niveau d'un certain nombre de projets à faire le tri, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je mets en veille, qu'est-ce que je laisse tomber carrément. Et ma ligne directrice, mon panneau indicateur, c'était ma mission de vie. Voilà. Quand on est aligné, la décision va également être prise vraiment avec lucidité et non pas sous le contrôle de l'émotion, c'est-à-dire on n'est pas dans la réaction. Euh, un bénéfice du fait d'être aligné, c'est on va prendre ces décisions dans la responsabilisation. Ça veut dire on ne va pas être dans la victimisation, on va être conscient de ce qui se passe en nous, on va accepter, accueillir, prendre ceci en charge et la décision qu'on va prendre après, elle va être en fonction de tout ça. Donc, c'est une posture de personne responsable. D'accord? D'ailleurs, le coach, quand il va coacher quelqu'un, il va accompagner son coaché à prendre des décisions en conscience tout en étant aligné. Quand à la fin de la séance de coaching, quand pendant la phase de tasking, quand il va lui demander quelle est la toute petite action qu'il peut entreprendre et s'il est OK ou pas avec ça, c'est une manière d'installer ce logiciel prise de décision en toute conscience et en toute responsabilité, tout en étant aligné en fonction de ses ressources et de ses besoins. Donc, il va vérifier si cette petite action qu'il va mettre en place, elle est écologique pour lui ou pas. Et quand on dit un nouveau logiciel, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nouvelles connexions qui vont être activées au niveau de notre cerveau. Et là, je parle du mécanisme de neuroplasticité et justement, on va parler de ces aptitudes cognitives, neurocognitives dans l'approche neurosensorielle. Mais avant de vous parler de cette approche, il faut savoir qu'elle se base sur les travaux du docteur Jacques Fradin, qui est le fondateur de l'approche neurocognitive et comportementale. Selon cette approche, il y a 4 centres de décision qu'on peut simplifier pour cette présentation à seulement 3. Donc, vous allez voir dans le schéma comment on peut les simplifier en 3. Et honneur au plus ancien, le premier, d'ailleurs qu'on appelle le centre archaïque, c'est le reptilien. Alors, ce centre-là de décision, il est là pour 2 missions. La première, c'est assurer nos fonctions vitales en activant l'action. Je me lève pour aller boire un verre d'eau, c'est une décision parce que j'ai tout simplement soif. D'accord? La deuxième mission de ce centre reptilien, c'est assurer notre survie en cas d'attaque
ou bien en réaction à une situation stressante. On peut avoir comme réaction à une situation stressante la fuite, comme ce que je viens d'évoquer là, la réaction que j'ai eue instinctivement concernant ma décision d'animer ou pas le live. Il y a également la lutte. Je vais attaquer, je vais accuser, être sur la défensive comme une stratégie pour me protéger. Il y a également comme une réaction au stress, mais le fait de ne pas savoir quoi faire, c'est également une réaction au stress. Je peux partager avec vous une anecdote que j'ai eue dernièrement. On a eu notre premier live sur la plateforme et on a eu juste vraiment à la dernière minute un problème technique qui nous a empêché de faire le live. Et sous le stress, j'étais incapable de savoir quoi faire. Donc, j'étais sous l'effet d'un stress d'inhibition. Alors, tout de suite, je passe en mode observateur et je vais vous parler de ce mode-là. Et ça m'a permis justement de me rappeler une croyance ressource concernant l'erreur et comment j'enseigne ça à mes étudiants et comment j'inculque ça à mes enfants, euh, qu'on apprend de ses erreurs. Et je me suis dit, si je veux être congruente, j'ai intérêt à appliquer ça déjà sur moi. Donc, tout de suite, je rédige un statut évoquant cette valeur de congruence. Il y a mon amie Rim, que je salue si elle est là. Elle rédige également un statut concernant l'agilité, la flexibilité, etc. Shedia et Rim enregistrent le soir même leur présentation. On la partage le lendemain. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que après cette situation stressante, le bénéfice de recycler cette situation nous a permis même de rigoler après, de se féliciter réciproquement, parce que d'abord, on a pu gérer la situation calmement. On a pu partager deux messages aux jeunes diplômés qui étaient la cible de ce premier live. Un premier message sur la congruence, un deuxième message sur l'agilité. Ça nous a permis également à nous-mêmes de monter en agilité. Ça me permet à moi d'avoir du contenu pour vous en parler maintenant. Donc voilà, on peut recycler n'importe quelle situation. Voilà. On passe maintenant au deuxième centre de décision qui est le mode automatique. Alors, c'est l'ensemble des comportements et réactions qui sont guidés non pas par l'instinct, mais par la somme de nos conditionnements et nos apprentissages. On peut comparer ça à un disque dur. Et ce qui est gravé sur ce disque dur, c'est nos valeurs, nos croyances, nos expériences personnelles, nos traits de personnalité, nos automatismes, etc. Ça va je prends ma voiture et elle va rouler toute seule jusqu'à mon lieu de travail par automatisme, en rapport avec une valeur et en rapport avec le sujet prise de décision. Une personne, par exemple, si elle a dans son disque dur comme valeur, donc comme logiciel, il faut laisser les grands décider. Donc, une fois adulte, elle va avoir du mal à prendre une décision devant une figure d'autorité. Et aussi, elle va ne pas accepter qu'une personne plus jeune qu'elle prenne une décision parce que selon son interprétation de la situation et selon cette valeur, c'est un manque de respect. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs vraiment exemples où à chaque fois, notre comportement, notre réaction va être façonné, conditionné par une croyance ou une valeur ou une expérience personnelle, etc. Voilà. Alors, on passe maintenant au troisième centre de décision qu'on appelle le mode adaptatif ou bien le préfrontal. C'est le siège de l'intuition, de la créativité et de la sérénité. C'est une partie de notre cerveau qui ne réagit pas en fonction de nos apprentissages, mais plutôt en fonction de sa vision globale de la situation. C'est le grand observateur. Il est donc dissocié, détaché de la situation. Il n'est pas dans le passé, dans les regrets, dans les ruminations.
Il n'est pas dans le futur, dans l'inquiétude, dans euh, comment ça va se passer, etc., etc. Il est dans le moment présent. Donc, c'est une forme d'intelligence non conceptuelle, d'intelligence émotionnelle également. Et plus on va optimiser cette partie, plus on va gagner en lucidité, en agilité et en impact. Donc, je pense que vous l'avez deviné. Pour la prise de décision, on a tout intérêt à actionner plutôt cette partie-là du cerveau et ce centre-là de décision. Et justement, la bonne nouvelle, c'est que cette partie-là, elle s'active si on le veut. C'est-à-dire que vouloir l'activer ou pas, c'est en soi une décision. Alors, on va expliquer à notre mental comment ça fonctionne parce que je pars du principe ou bien de l'idée que lorsqu'on va conscientiser un mécanisme inconscient, ça permet de mieux l'intégrer après. Et donc, ça va favoriser cette bascule du mode automatique au mode adaptatif. Quand il y a une pensée inadaptée, générée par l'automatique, euh, face à une situation. Ça peut être une rumination, ça peut être trop de questions, ça peut être une croyance limitante, etc. Donc, l'automatique, comme son nom l'indique, il est automatique, donc il va y aller en pilotage automatique. Il ne va pas écouter le préfrontal et les propositions du préfrontal qui, lui, en fait, il a cette capacité à se connecter à d'autres informations, à être créatif, etc. Et donc, cette communication entre le préfrontal et l'automatique va être coupée. Et donc, l'accès va être barré à tout ce qui est créativité, intuition, etc. Chose qui va être détectée par le préfrontal qui, lui, il va tout simplement envoyer un message au reptilien qui va lui dire l'automatique ne fait qu'à sa tête, il s'entête du coup. Et voilà, donc en fait, ce signal qui va être envoyé par le préfrontal au reptilien, c'est tout simplement le stress. Donc déjà, cette grille de lecture, elle va changer notre perception du stress. Au lieu de combattre le stress, au lieu de résister au stress, au lieu de le nier, etc., avec cette nouvelle grille de lecture, cette nouvelle perception, on peut le voir comme un allié, un panneau indicateur, un signal d'alarme qu'il y a tout simplement une pensée non adaptée à la situation qui est mise en œuvre, qui est en action. Et l'élément qui va nous indiquer qu'on a besoin de passer au préfrontal, c'est le ressenti corporel. Donc, face à une prise de décision, au lieu d'être dans la réaction à ce mode automatique ou bien la réaction au centre reptilien, on va écouter un ressenti inconfortable. Donc, on va être vraiment attentif à tout ce qui est inconfortable. Ce ressenti inconfortable, il est déclenché par un signal qui est tout simplement le stress, qui est envoyé par le préfrontal, qui observe une pensée inadaptée. En fait, vraiment, l'équation, elle est très simple. C'est un mécanisme très, très simple. Une fois conscientisé, il est très facile de l'intégrer. Voilà. Alors, on a donc un message, une information qui est un ressenti corporel. Et justement, là, je vais vous parler de cette approche neurosensorielle dans le coaching. Dans neurosensoriel, il y a deux mots. Il y a neurosciences et il y a sensoriel. Sensoriel qu'on peut aussi remplacer par sensation corporelle, ressenti corporel, langage du corps qu'il s'agit d'écouter. Et justement, l'approche neurosensorielle, elle est basée sur, comme je viens de vous le dire, les travaux du docteur Jacques Fradin et l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, et également sur des traditions très anciennes, bien établies,
faisant appel au ressenti et à la sensorialité comme le yoga, la méditation et plusieurs autres pratiques de ce type-là. Donc, c'est une approche qui se base sur ce mariage, cette alliance, ce travail de concert, cette complémentarité, j'ai envie de dire, entre, d'une part, le cerveau adaptatif, le préfrontal, et les messages du corps. Et comme en fait le cerveau, il ne peut pas se concentrer sur deux endroits à la fois. L'idée, c'est que lorsque nous allons poser notre attention, lorsque nous allons diriger notre conscience vers l'observation de ce qui se passe au niveau de notre corps, cette conscience, on va la ramener au moment présent. On va la ramener à ici et maintenant. Et c'est dans le ici et maintenant qu'il y a l'intuition et qu'il y a la créativité. L'idée, c'est que, en fait, à travers la sensorialité, donc à travers les cinq sens, on va se connecter avec le sixième sens. Moi, j'aime bien l'idée cinq sens, donc c'est les cinq doigts de la main. C'est comme si la main, elle va faire équipe avec l'intuition qui est au niveau du préfrontal. Donc, les cinq sens vont faire équipe avec le sixième sens qui est l'intuition. Alors, une chose importante, il ne s'agit pas là de dénigrer en fait le cerveau automatique. Loin de là, il est utile en bon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise avec ce qu'il connaît, il est à l'aise avec le connu, il n'est pas à l'aise avec l'inconnu. C'est le préfrontal qui est à l'aise avec l'inconnu puisqu'il est le siège de la créativité et de l'intuition. Et donc, pour optimiser en fait notre mode automatique, on a intérêt à ce que ce qui était intuitif et qui émane de la créativité, on a intérêt à le conscientiser pour que ça devienne automatique. Voilà, pour que ça soit intégré par l'automatique et l'automatique, il va désormais le faire d'une manière fluide et facile puisque c'est désormais quelque chose qu'il connaît. Alors, le coaching, selon cette approche, il se base beaucoup sur l'écoute profonde des sensations corporelles et émotionnelles. Et je dirais même que toutes les approches dans le coaching, à travers le questionnement, à travers les questions ouvertes finalement, elles vont favoriser cette bascule du mode automatique au mode adaptatif. C'est pour ça qu'on interdit presque les questions fermées, les oui ou non, parce qu'elles ne permettent pas au coaché de se connecter avec sa créativité, contrairement aux questions ouvertes. Alors, une fois qu'on a compris ce mécanisme-là, la question qui se pose là maintenant, est-ce qu'on veut être dans la réaction et subir sa vie, ou bien être aligné et dessiner sa vie, puisque toutes les décisions vont être prises en toute conscience et non pas dans la réaction. On voit très bien que lorsqu'on est désaxé, c'est pour ça que j'ai choisi l'affiche de ce film-là, on n'a pas accès à l'information, à toute l'information en tout cas, et on a une perception qui est déformée et qui est conditionnée de la réalité. En revanche, quand on est aligné, on prend ses décisions en toute conscience et on est traversé par une forme d'intelligence non conceptuelle, intelligence divine, j'ai envie de dire. Alors, c'est OK jusque-là. Donc, pour la suite de la présentation, ça, c'était la partie théorique en quelque sorte. Et pour la suite de la présentation, je partagerai avec grand plaisir avec vous, quelques outils pour justement atteindre cet alignement. Et l'idée, elle m'est venue d'un coaching que j'ai fait dernièrement dans le cadre d'un programme de coaching entre pairs. On se coach mutuellement entre pairs dans le cadre d'un programme mis en place par ICF Tunisia Chapter. Merci Nefissa. C'était avec une amie qui s'appelle Leslie et justement pourquoi je vais partager avec vous
cette séance-là de coaching parce que c'était autour, mon objectif pendant cette séance-là, c'était savoir quelle décision dois-je prendre pour ne plus être tiraillée entre des périodes où j'avais trop d'activités et des périodes où j'étais à la limite du burn-out et je ne voulais rien faire. Et au niveau de mon humeur, je switchais également entre des périodes de zénitude et des périodes d'inquiétude. Voilà. Et je me rappelle qu'à la fin de cette séance, je suis repartie avec une petite boîte à outils, boîte de ressources, des ressources qui étaient là, mais il a fallu que je fasse cette séance pour les conscientiser et pour les mettre dans une liste à laquelle je reviens en cas de besoin. Alors, la plupart des outils que je vais vous présenter sont issus de l'approche neurosensorielle. Il y en a également des outils de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de l'ANC. Et à part vraiment 2 ou 3 outils qui sont destinés aux coachs, la plupart sont destinés au grand public euh, et ils peuvent vraiment facilement les intégrer dans leur pratique au quotidien pour les aider à avoir vraiment plus de clarté au niveau de leur prise de décision. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier outil. En fait, c'est un outil qui prend vraiment quelques minutes pour le pratiquer. Je vous invite vraiment à le faire. Il y a d'ailleurs des applications sur Play Store et App Store qui aident à le faire. Il peut être utilisé par les coachs pendant les séances de coaching pour accompagner leurs clients et également par toute personne en toute autonomie. Cet outil s'appelle la MAP, donc carte en anglais, baptisée ainsi par Semi Khalel et Olivier Maslow, qui sont les fondateurs de l'approche neurosensorielle. Alors, M, c'est pour mental. À quoi je pense? A pour affect, dans quelle émotion je suis. Et P pour physique, quel est mon ressenti corporel. Ça peut être au niveau des mâchoires, au niveau de la gorge, au niveau des épaules, des mains. Et on peut décrire ces sensations corporelles, on peut leur donner une couleur, une texture. Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est figé? Est-ce que ça évolue, ça diminue, etc. Donc, on voit très bien qu'on retrouve le fameux trio esprit, cœur, corps. Pour ma présentation, j'ai choisi vraiment symboliquement, d'une manière vraiment délibérée, des couleurs et des formes. Je n'ai pas choisi, par exemple, la photo d'un cerveau bleu pour M et d'un cœur rouge pour le cœur, pour affect, exprès pour ne pas raisonner avec des associations inconscientes. Une couleur, c'est neutre et une forme, c'est neutre. Voilà, parce que c'est juste des axes différents sur lesquels chacun a sa préférence, il peut après agir, comme les canaux sensoriels. Alors, c'est un outil qui permet en fait vraiment la prise de recul, l'observation de soi. C'est une sorte d'arrêt sur image. C'est comme si on va prendre une photo de soi, comme aime l'appeler Olivier Maslow, la carte de notre état intérieur. Avec cet outil-là, on n'est pas dedans, on est dehors. Moi, j'aime bien cette métaphore. On n'est pas sur scène, si on imagine qu'on est dans un théâtre. On est en dehors de la scène. Donc, on n'est pas acteur, on est spectateur. Et justement, quand on est spectateur, on va oser regarder des choses en face qu'on n'ose pas regarder quand on est dedans. Et on va avoir le courage de regarder ses autosabotages, ses limites, ces messages contraignants, les il faut, les je ne peux pas, les je ne dois pas, le j'ai pas, etc., etc. Et ce recul, il va permettre également de reconnaître déjà ses pensées, ses émotions et ses sensations corporelles. Et moi, je pense que c'est déjà la première étape. En fait,
si on veut après apporter une action sur soit ses pensées ou bien ses émotions ou bien son physique, on a besoin déjà de reconnaître ça. On ne peut pas ouvrir une porte si déjà on ne reconnaît pas qu'il y a une porte. Tout simplement, c'est tellement évident, ça va de soi. Cette prise de recul avec cet outil-là permet également de voir différemment les situations. Donc, on retrouve là également l'idée de in the box ou bien out of the box. Et quand on est out of the box, on va sortir de ses certitudes, on va explorer la nouveauté et on va oser expérimenter autre chose. Un autre avantage de cette posture-là, c'est qu'on va ralentir un peu le rythme. Et quand on ralentit le rythme, ça nous permet d'explorer et de mieux explorer. Quand on est dans l'action, on ne peut pas explorer. Quand on ralentit, on est vraiment mieux disposé pour explorer des nouveautés. Et donc, on va passer à l'action en étant lucide et en ayant plus de clairvoyance. Alors, moi, j'aime bien dire, pardon, que justement, comme vous pouvez le voir là, quand on va utiliser cet outil-là, on est dans le quoi, et c'est-à-dire dans l'identification, dans la description, factuellement. On n'est pas dans le pourquoi, donc on n'est pas dans le jugement de soi, on va être bienveillant avec soi, et quand on est bienveillant avec soi, on est bienveillant avec les autres. Quand on ne se juge pas, on ne juge pas les autres. Déjà, il faut commencer par soi. Et on est dans le comment je suis, c'est-à-dire on est dans l'être et non pas dans le faire. Voilà, donc c'est vraiment un outil puissant qui permet de reprendre le contrôle sur soi et de ne pas être dans la réaction. Maintenant, le piège de cet outil-là, c'est qu'il est facile à utiliser et également très facile à oublier. Et justement, qu'est-ce qui va faire qu'il est très facile à oublier? C'est que le mental, il va résister, il va rouspéter, il va chercher à reprendre le contrôle, et il va trouver des raisons pour ne pas l'utiliser, comme par exemple, oui, c'est banal, je le ferai après, je ne vois pas, par exemple, le résultat tout de suite, ça ne sert à rien, etc. Euh, je dirais que c'est un outil puissant. Maintenant, il est intéressant, ça reste comme le vélo. Le vélo, si on ne monte pas à vélo, on ne pratique pas, c'est pas intéressant, ça reste un concept. Cet outil-là, il est intéressant, mais on a besoin de le pratiquer pour expérimenter ses bienfaits. Personnellement, je l'utilise dès que je ressens une sensation corporelle désagréable. Ça peut être dans ma voiture, je suis en train de boire un café avec des amis, voilà, donc je prends une minute pour me scanner et l'effet est là. Voilà. Alors, je ne pouvais pas parler de prise de décision sans parler de changement parce que je pense que ce sont deux sujets très très liés et ça a été souligné par toi et par les autres intervenants dans les autres lives, Séné. D'abord, une décision, elle peut avoir comme conséquence un changement et un changement peut nous conduire également à prendre des décisions. Et puis, l'agilité, elle est devenue une compétence de plus en plus demandée pour être capable de prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau de l'organisation ou bien au niveau d'une équipe ou au niveau de l'individu. On parle d'ailleurs de manager agile, de leader agile, c'est des concepts de plus en plus répandus. Et l'idée de vous présenter donc le processus de changement, cette courbe là du changement, c'est de voir que lorsque on est aligné, ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions, les décisions écologiques, et ça va nous permettre également de traverser les différentes phases du processus de changement avec détachement, avec plus de fluidité et avec plus de confort, aussi bien émotionnellement que physiquement. Je prends un exemple. Euh, au moment du choc, on va être dans l'observation. Après,
au lieu d'être dans la résistance et dans le déni, on va être dans l'accueil et l'acceptation. Quand la colère, elle va être là, donc quand on est aligné, la colère, c'est une émotion, donc c'est une couleur, on va l'accepter également. Au lieu d'être dans ce bras de fer et dans ce marchandage, on va faire preuve d'adaptabilité et de résilience. Au niveau de la tristesse, comme la colère, on va considérer que c'est une couleur comme une autre. Au niveau de l'acceptation, on va percevoir finalement l'évidence tout en étant dans la gratitude. Après, quand on passe à l'engagement, on va se mettre en action, on va être en mouvement, tout en étant dans la confiance, on va avancer en confiance. Et après, au niveau de la reconstitution, on va monter en compétences, on va apprendre et augmenter en apprentissage dans le confort et la conscience. Voilà. Alors, pour le reste de ma présentation, je me suis dit que comme dans la PNL, à chacun son canal sensoriel, il y a des personnes qui vont être visuelles, d'autres qui vont être auditives, d'autres qui vont être kinesthésiques. Je me suis dit qu'il y a des personnes également qui vont avoir une préférence à agir sur leurs pensées pour atteindre plus d'alignement. D'autres personnes peut-être vont préférer agir sur leurs émotions pour aller vers cet alignement et ainsi de suite. Et donc, on va commencer par notre disque dur et on va aller revisiter ces logiciels qui sont téléchargés dans ce disque dur, c'est-à-dire nos croyances, nos valeurs, etc., qui conditionnent nos pensées, nos émotions et nos comportements. La bonne nouvelle, c'est que une fois on prend conscience de ce mécanisme-là et on décide de changer nos filtres, notamment nos croyances, nos valeurs, l'importance qu'on donne à nos expériences personnelles, l'importance qu'on donne à nos traits de personnalité, etc. Donc, nos comportements et toutes ces variables qui dépendent des croyances, valeurs, etc., peuvent également changer. Alors, on peut, dans ce cas, aller travailler sur l'erreur. Pourquoi j'ai choisi l'erreur? Parce que ne pas faire le bon choix, se tromper de décision, c'est parmi ce qu'on appréhende, je dirais, le plus quand on est face à une prise de décision. On a peur de se tromper. Ça serait donc utile, donc parmi les outils qu'on peut utiliser, d'aller recadrer notre perception de l'erreur. D'ailleurs, un des postulats de la PNL, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des feedbacks. Je partage avec vous une expérience professionnelle. Moi, par exemple, je commence la plupart de mes cours avec un exercice déstabilisant qui consiste à faire travailler mes étudiants sur leur perception de l'erreur. Je leur pose des questions comme par exemple, quelles sont les principales erreurs que vous avez commises ces 3 dernières années? Qu'avez-vous appris de ces erreurs? Donc, le fait déjà d'associer apprendre avec erreur, ça les déstabilise un peu. Ah bon, on apprend de ces erreurs? Eh oui. Quelles nouvelles opportunités ont été créées pour vous grâce à ces erreurs? Là également, je joue sur ce paradoxe, sur cette confusion. Grâce à l'erreur, on peut justement s'ouvrir à des opportunités. Et quelle erreur pouvez-vous faire sur votre projet actuel ou bien futur? Donc, une manière de les projeter dans une potentielle erreur pour en fait développer chez eux cette nouvelle perception de l'erreur et faire qu'ils vont dans l'avenir accueillir l'erreur avec plus de sérénité. Et vraiment, hein, vraiment, en fait, déjà avec des questions ouvertes
Ça permet de se connecter avec sa créativité. Et je vois instantanément dans leurs yeux, dans leur regard, la surprise quand ils prennent conscience qu'ils sont maintenant, par exemple, en train de faire des choses qu'ils aiment grâce à des erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Voilà. Donc ça, concernant donc cet outil-là, le recadrage, on peut également travailler sa perception de l'erreur en allant repérer, identifier ces messages contraignants. Ce sont ces messages tellement répétés quand on était enfant, qu'on appelle d'ailleurs les drivers. Pourquoi? Parce qu'ils pilotent nos comportements inconsciemment. Donc, admettons que c'est une personne qui est pilotée par un message contraignant un sois fort. Il a tout le temps entendu, quand il était enfant, sois fort. Donc, on comprend très bien pourquoi là maintenant il est terrifié quand il est face à la probabilité de faire une erreur. Et donc le fait qu'il conscientise ceci et que par exemple dans le cadre d'une séance de coaching, euh, euh, il va être invité à s'autoriser une imperfection comme antidote, c'est un moyen de changer sa perception de l'erreur. Voilà. Maintenant, ça, ce sont en fait trois autres outils qu'on peut utiliser de préférence dans des situations où l'enjeu n'est pas très important. C'est une manière de vraiment s'entraîner petit à petit à accepter l'erreur. Moi, il y a un mot magique que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Il est très frontalisant. C'est le mot et alors. Et alors si je fais des erreurs? Et alors si j'échoue? Et alors si je déçois? Et alors si je suis en colère, etc. En fait, ça permet de lever cette résistance, ces freins, ces blocages dans lesquels on s'auto-limite. Il y a également le comme si, euh, en fait, on va imaginer une personne référence chez nous qui fait une erreur. C'est également une manière de dire au mental qu'on est tolérant à l'erreur et que même une personne référence, elle peut également en commettre. Il y a également l'autodérision. On peut prendre une situation où on a fait une erreur et rire de cette situation, ou bien se projeter dans une situation où on risque de faire une erreur et pourquoi ne pas justement se permettre donc de rire de soi. Voilà. Alors, une autre problématique qui est vraiment sous-jacente à la prise de décision, c'est l'intolérance à l'incertitude. Pour expliquer cette attitude ou bien cette posture, je vais prendre le cas du Covid. Pour le Covid, alors statistiquement parlant, il peut y avoir des personnes qui savent très bien que 99,96 des personnes affectées par le Covid, ils vont sortir indemnes de cette infection. Et avec ça, ces personnes-là, euh, elles vont donner une place vraiment disproportionnée aux 0,04% qui restent. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne peuvent pas refuter avec certitude cette hypothèse. Elle est certes légitime, mais rien que parce qu'elle n'est pas rejetée à 100%, donc elle va prendre une place importante qui va après conditionner en fait leur comportement. Et c'est un cercle vraiment vicieux dans lequel va entrer ces personnes-là qui sont intolérantes à l'incertitude. Alors, ce que je vous propose en fait comme outil, qui peut également être utilisé dans le cadre d'une séance de coaching ou bien en toute autonomie individuellement, c'est en fait pourquoi ne pas aller apporter une confusion au niveau de la perception d'une personne, de sa perception de la certitude et l'incertitude, et
en fait, demander quels seraient les avantages de l'incertitude et les inconvénients de la certitude. Le fait de conscientiser qu'il peut y avoir des avantages à l'incertitude, ça permet de vivre des situations d'incertitude avec beaucoup plus de sérénité et également le fait de voir que dans la certitude, il peut également y avoir des inconvénients, comme par exemple la rigidité, comme le contrôle, etc. Ça va en quelque sorte baisser l'importance de cette valeur. Alors, on reste toujours avec notre disque dur qui va, lui, prendre la plus grande partie de ma présentation, qu'on peut également reconditionner avec pas mal d'outils. Ça peut être par la corbeille à papier mental face à une prise de décision. On est contrarié, on a beaucoup de bavardage, beaucoup de bruit mental. Et donc, on peut tout simplement prendre un papier et écrire, écrire, écrire. Et comme par magie, on peut voir la réponse apparaître. Voilà. Autre outil, c'est la reprogrammation pardon, de notre mental par les affirmations positives. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre expérience du docteur Emoto sur l'eau et sur comment sa structure, elle va dépendre des mots qu'on va prononcer. Moi, j'ai toujours entendu parler de cette expérience et j'ai décidé de l'expérimenter avec mon fils et je vous assure que ça marche. J'ai pris en fait 3 quantités de riz que j'ai mis dans 3 verres, donc les mêmes conditions expérimentales. Et après seulement 10 jours, le résultat était là. Donc on voit très bien que pour le verre où on a dit à qui on a dit je t'aime, donc, il y a eu une fermentation, mais normale, alors que pour les 2 autres verres, il y a eu vraiment un aspect très désagréable. Et d'ailleurs, c'était très, très impactant comme enseignement pour mes enfants. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on sait qu'on est majoritairement constitué en eau, cette expérience démontre combien notre discours interne il a un impact sur notre réalité et combien nos pensées peuvent être créatrices. Et donc, ce que je vous propose à la fin de cette présentation, c'est justement pendant 2 minutes des affirmations positives en rapport avec l'alignement et l'alignement dans l'objectif de prendre la bonne décision. Voilà. Il y a également les 6 dimensions du préfrontal de Jacques Fradin. Voilà. C'est un outil pour gérer le stress à froid. Quand on voit, par exemple, que le stress est généré chez quelqu'un, il est généré parce qu'il a une tendance à préférer la routine. Donc, le coach, il peut aller questionner son coaché pour nuancer cette dimension-là et inviter son coaché à aller vers plus de sérénité et ainsi de suite. Pour finir avec le mental, alors j'aimerais parler en fait d'une ressource innée en chacun de nous que nous faisons malheureusement taire ou bien que nous allons gommer parce que dans notre culture, dans notre société, on a beaucoup entendu des phrases du type moi je suis cartésien, moi je suis opérationnel, je suis pragmatique, toi tu es un rêveur, comme si le fait d'être concret, c'est valorisant et valorisé, et le fait d'être, et c'est sérieux, et le fait d'être rêveur, c'est pas sérieux. Cette ressource, c'est l'imagination. Et là, dans le contexte d'une prise de décision, on peut être dans une situation de tiraillement. Par exemple, un tiraillement entre 2 parties qui ont des besoins différents, qui n'arrivent pas à trancher et à prendre une décision. Je peux partager avec vous un exemple personnel.
j'ai souvent un tiraillement entre deux parties, une partie qui est travailleuse, sérieuse, exigeante, une partie qui a envie de jouer, qui a envie d'être dans le plaisir, etc. Et je m'amuse parfois à tout simplement les imaginer, à parler avec elles, à écouter les besoins de chacune et à leur proposer de pourquoi pas se réconcilier, etc. Donc voilà, c'est un outil qu'on utilise en PNL, la négociation entre parties. Euh, Moi, je l'utilise sur moi-même et je pense qu'on peut également l'utiliser sur soi d'une manière soft, légère, voilà, sans qu'on soit vraiment dans une fréquence alpha. Alors, on peut utiliser également un protocole que j'ai eu dans ma formation qui s'appelle le Neuroscience Guide. Grâce à l'imagination, on va faire apparaître la version supérieure de soi, la meilleure version de soi, à qui on va tout simplement demander de nous conseiller et de nous accompagner vers la bonne décision. Voilà. Il y a également un outil puissant qui s'appelle le tableau de visualisation créatrice. Bon, j'ai pas beaucoup de temps peut-être d'entrer dans les détails, mais il y a une vidéo, il y a plusieurs vidéos sur cet outil-là sur YouTube. Il y a une vidéo de Sandrine Muller qui s'appelle Créer un tableau de visualisation créatrice où elle explique très très bien cet outil-là. On passe maintenant à l'affect, à l'émotion. Et comme tu l'as souligné dans ton premier live, Séné, c'est un thème qui mérite une série de lives à part entière, tellement c'est riche et passionnant. Voilà, moi j'ai choisi pour cette section-là la peur. Pourquoi l'émotion, la peur? Parce que c'est également très lié avec la prise de décision. Et comme on dit, la plus grande peur, c'est la peur de la peur. Donc, pour agir sur la peur et aller vers plus d'alignement, euh, qu'est-ce que je vous propose comme outil? D'abord, pourquoi pas s'exposer volontairement à la peur? S'entraîner sur des situations simples, oser affronter la peur. On peut commencer par des situations où l'enjeu n'est pas très important. J'ai peur de parler en public, donc je vais m'exposer à cette situation-là où l'enjeu n'est pas très important. J'ai peur du regard des autres. Je vais également oser m'exposer à des situations où je vais être jugée par des personnes qui ne sont pas peut-être très jugeantes, et ainsi de suite, pour justement aller atténuer cette peur et regarder désormais la peur avec plus de sérénité. Il y a également la transformation de l'émotion par l'action opposée. C'est le principe du yoga du rire. L'idée, c'est de... en fait, quand on va être dans une posture de colère, euh, comme par magie, bon, il n'y a pas de magie, on peut expliquer ça, on va se sentir en colère. Quand on va, par exemple, avoir des expressions faciales joyeuses, on va se sentir en joie. Et ben, quand on va prendre une décision et qu'on a besoin d'être en confiance, on peut se dire, je vais me mettre dans une posture de confiance et après, je vais me sentir en confiance et donc ma décision va être prise en confiance. Voilà. On passe à un autre point concernant l'émotion avant de passer au point le physique. C'est un point que j'affectionne particulièrement, c'est l'intuition. Pourquoi j'ai tenu à en parler en rapport avec ce sujet? Parce que qu'est-ce qui nous fait parfois dire je sens que c'est la bonne décision, je sens. Le mental dit d'aller à droite et on va prendre une décision qui va nous ramener à gauche ou inversement, parce que c'est tout simplement l'intuition qui était notre panneau indicateur
Et plus on y croit, plus on croit à l'intuition, plus on l'écoute, plus cette antenne va être fonctionnelle, plus ce décodeur va être fonctionnel et on va vibrer en quelque sorte la même fréquence que ce décodeur. D'accord? Alors, je vous propose deux protocoles que j'ai eus également pendant ma formation. Le premier, il s'appelle Neurosciences Intuition. C'est un protocole très amusant. Pourquoi? Parce que quand on commence à faire confiance à cette intuition, quand on est dans cet état d'esprit, dans ce type de mindset, on peut s'amuser à prendre des décisions en jouant à oui ou non. Donc, je vais prendre deux post-it, un oui, un non, quand il s'agit d'une décision avec soit oui, soit non, ou bien trois post-it avec trois choix. Je vais les mettre à l'envers, me mettre devant chaque post-it et après aller scanner mes sensations corporelles et mes émotions. Et là où je suis le plus OK, je vais découvrir la réponse. Je sais que c'est une technique qui ne parle pas au mental parce que c'est pas le même paradigme. Voilà. C'est une technique qui parle aux personnes qui ont dans leur paradigme l'intuition, qui ont dans leur paradigme que l'information, elle peut exister ailleurs et que l'essentiel est invisible à l'œil. Voilà. Un autre protocole qui s'appelle Neurosciences Questions, également en rapport avec le contexte de prise de décision. On va poser des questions courtes et ouvertes et après, on va avancer à condition que ça ne soit pas dans l'attente d'une réponse. C'est-à-dire qu'on va avancer dans la confiance et dans la foi. On va avancer avec la foi que des évidences vont arriver, que des synchronicités vont arriver. C'est pas je pose une question et après j'attends la réponse à côté. Non. Et là, vraiment, quand on s'ouvre également à ce type de mindset, c'est un feu d'artifice de synchronicité et de signes. Moi, je peux écrire un livre sur les synchronicités que j'ai pu avoir dans ma vie. Alors, donc pour finir, d'autres personnes peuvent préférer, pour aller vers plus d'alignement, agir sur leur physique et ça peut se faire par la respiration. Il y a plusieurs protocoles de respiration. Je vais vous parler de la respiration neurosensorielle. C'est un outil pour gérer le stress à chaud. En fait, l'idée est que plus on s'aperçoit qu'on est sous stress, plus on est en capacité de le gérer. Et donc, dès qu'on se sent en stress, son principe, le principe de cette technique-là, c'est de se connecter avec la sensation d'air frais qui entre à l'inspire et la sensation d'air chaud qui sort. Et jusqu'à où va entrer cet air au niveau de la gorge, au niveau des poumons, etc. Et donc, notre attention, notre conscience va se poser sur notre respiration. Voilà. Un autre outil, c'est la relaxation musculaire. J'avoue que j'en ai fait quelques-unes avant le live, quelques séries de relaxation musculaire. Le principe de cette technique, c'est de contracter autant que possible, contracter un groupe musculaire et après relâcher ce groupe musculaire et se faire plaisir en parcourant le corps et en allant donc toucher et goûter à cette sensation de relaxation profonde après et faire autant de cycles qu'on veut. Ça permet d'abord de libérer le corps de ses tensions, d'écouter les sensations du corps, donc d'installer ce décodeur. Et la détente physique apportée grâce à cette contraction de ce groupe musculaire va enchaîner après une détente mentale. Il y a également la marche.
La marche, c'est tout simplement un moyen pour aller équilibrer l'hémisphère droite, qui est le siège de la créativité, avec l'hémisphère gauche, qui est le siège de la rationalité. Personnellement, combien de fois je suis dans le doute par rapport à une décision et je sors faire une marche et comme une lampe qui s'allume, je rentre avec ma réponse dans la poche. Voilà. Il y a également la méditation. Pourquoi? Parce que quand on est aligné, c'est vrai qu'on a besoin de développer son intuition. Maintenant, l'alignement, c'est être connecté et être également ancré. Et la méditation permet cet ancrage. Il y a plusieurs formes de méditation. Et ce que j'ai choisi pour vous dans cette présentation, c'est la méditation d'ancrage. Il y a également une vidéo de Sandrine Muller que j'aime bien, moi. C'est pour ça que euh, je, je vous invite à voir sa vidéo sur la méditation d'ancrage. C'est un exercice de 10 minutes qui permet d'être ancré et cet ancrage va favoriser cet alignement, lequel il va favoriser la prise de la bonne décision. Le contact avec la nature également. Et je vais finir ma présentation avec une petite parenthèse philosophique. Euh, Qu'est-ce qu'on a également besoin de silence, de vide et d'inaction pour prendre la bonne décision parce que on peut écouter le silence. Le silence, si on l'écoute, il peut parler. Le vide également, si on est dans une façon de voir les choses dans un paradigme où le vide, il n'est pas vide, il est chargé d'informations. Donc, quand on se met dans un espace vide, on peut également favoriser cette intuition et favoriser cette information qui va nous permettre de prendre la bonne décision. Et l'inaction, c'est quoi? C'est cette introspection, cette volonté de ne pas être dans l'action. Et je pense que le confinement a permis à plusieurs personnes de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment dans cette inaction et parfois dans l'inaction, on peut avancer et faire plus de choses que lorsqu'on est dans l'action. Voilà, c'était ma petite parenthèse philosophique de la fin. Maintenant, pour conclure, je dirais que pardon, l'alignement, en fait, euh, pour soi, c'est à l'échelle de l'individu, ça permet de prendre la bonne décision, la décision écologique en fonction de ses besoins, de ses ressources. Et quand on est dans le respect de ses besoins et de ses ressources, je pense qu'on va également être dans le respect des besoins et des ressources de l'autre. Donc, on va être dans une relation équilibrée si on croit à l'effet miroir. Et au niveau d'une équipe, on va être également dans une relation équilibrée. On parle d'ailleurs du leadership du cœur. C'est un ouvrage également de Semir Khalil et Olivier Maslow. Euh, voilà. Et je voulais vraiment insister sur le fait que l'alignement est en soi une décision. Donc, est-ce qu'on veut être aligné ou bien est-ce qu'on n'a pas envie d'entreprendre donc, ce travail parce qu'il y a un travail qu'on est amené à faire, que ce soit au niveau du mental ou bien au niveau de l'affect ou bien au niveau du physique pour aller, ou bien au niveau de 2 paramètres, ou bien de 3 paramètres, ou bien axes en même temps, pour aller vers cet alignement. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter un plus, autre grille de lecture, une autre approche, d'autres outils, et que ça permettra à des personnes de vraiment mettre ceci en application et de dire après, tiens, j'ai utilisé cet outil-là et ça m'a permis de vraiment voir plus clair et de prendre la bonne décision.
Voilà. Oui, merci, merci, chère Sausen. Sincèrement, tout au long de ta présentation, tu as fait de nous des apprenants heureux et curieux en même temps, parce que tu as pu nous partager tellement d'outils pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Et c'était très intéressant de comprendre que en étant alignés, nous ne pouvons que prendre les décisions justes pour nous, pour notre environnement, car une décision doit être écologique, on doit tenir compte du système qui nous entoure et de nous-mêmes, bien sûr, en tant que centre de décision. Et donc, je cède la parole aux participants. S'ils veulent donc poser des questions, on va en prendre deux ou trois parce qu'il se fait déjà tard et que ta présentation a duré pas mal de temps. Et donc, j'attends un peu les questions, soit que les participants désactivent leur micro et prennent la parole en Moi, levant je la voulais main. juste te demander à la fin, hein, juste après que je réponde avec plaisir aux questions des personnes présentes. À la fin, j'aimerais juste prendre 2 minutes pour, comme je l'ai souligné, partager avec nos chers donc internautes quelques affirmations positives en rapport avec l'alignement. Ça va nous prendre juste 2 minutes vers la fin et on clôturera avec ça, si C'est tu bien. C'est bien donc de garder ça à la fin, comme ça notre cerveau Oui, voilà. va pouvoir les C'est- mémoriser. C'était ça le. Et donc, j'attends de recevoir quelques questions. Alors, Je peux poser une question? oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Soussane, merci beaucoup pour cette... Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. Oui, Roxane, peux-tu de l'écran? D'accord. Voilà. merci beaucoup pour cette belle conférence. C'était vraiment très, très, très instructif. Je n'avais jamais entendu parler de l'approche neurosensorielle. Je connais bien sûr l'approche neurolinguistique, mais pas neurosensorielle. Mais on apprend toujours quelque chose. Bonsoir la Tunisie, ça fait Bonsoir plaisir. le Maroc. Ça doit être 3 ans que je n'ai pas été en Tunisie, ça me manque, hein, je veux dire, ça me manque. Euh, donc, alors, il y a une situation dans laquelle on n'arrive pas à prendre des décisions, ou on ne veut pas prendre de décisions. Donc déjà, il y Euh, a une différence entre on n'arrive pas ou bien on ne veut pas. oui, c'est-à-dire quand on ne veut pas, en général, c'est parce qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas? Ou alors, volontairement, on ne veut pas prendre de décision. Et donc, on est dans la passivité. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de l'analyse transactionnelle. Il y a des personnes qui sont dans la passivité et qui, consciemment ou inconsciemment, ne veulent pas prendre de décision ou font tout pour ne pas prendre de décision. Voilà. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, comme vous venez de le dire, c'est des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, font tout pour ne pas prendre de décision. Donc, je dirais que c'est une sorte de métaprogramme. Et un métaprogramme, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est comme une émotion ou bien une situation. Quand on est dans la reconnaissance de ceci, on peut après entreprendre un changement au niveau de ce qu'on reconnaît. Donc, je dirais que la première chose, c'est déjà peut-être de conscientiser que
inconsciemment, on ne veut pas changer. Voilà. Et une fois on a conscientisé ça, ça peut être par un accompagnement, qu'il y a ce métaprogramme qui n'est pas bon ou mauvais. C'est un métaprogramme comme un autre. C'est une diversité. Une fois qu'on prend conscience de ça, après, la personne, elle peut également décider si elle veut changer ou pas. Maintenant, pourquoi je dis décider si elle veut changer ou pas? Parce que, et là, je reprends un concept très, très important qui a beaucoup résonné en moi quand j'ai fait ma formation de PNL, c'est l'écologie. Une personne, elle peut conscientiser qu'elle a des autosabotages, qu'elle a des freins, qu'elle est dans un méta-programme qui l'empêche de faire le nécessaire pour prendre des décisions. Et après, son écologie, c'est-à-dire ses besoins, ses ressources de cet espace-temps-là, font que ce n'est pas écologique pour elle qu'elle entreprenne ce métaprogramme-là. Donc après, peut-être également vérifier l'écologie de cette personne et à travers des outils, on peut aller peut-être l'accompagner pour aller faire sauter ces sabotages, auto-sabotages et ne plus être inconsciemment dans la non-prise de décision. Voilà, c'est la réponse qui me vient là maintenant spontanément. Oui, en effet, justement, un corollaire de la passivité, en fait, c'est la méconnaissance. Des fois, les gens ne savent pas qu'ils sont dans la passivité, ils ne savent pas, et donc ils ont besoin de conscientiser, comme vous dites. Mais en général, il faut un accompagnement, parce que tout seul, c'est plutôt difficile d'y arriver. On est là pour ça. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Être Avec soutenu. plaisir. Et dans le changement, on a besoin d'être soutenu. Et tout changement commence par une prise de décision, parce que nous prenons la décision d'abord de faire le premier pas, d'aller se faire accompagner. Donc déjà, c'est une décision. Et en même temps, je pense que déjà, entre nous et nous-mêmes, euh, poser la décision, décider de ce qu'on veut, c'est déjà une prise de décision. Et mesurer ce que nous gagnons et ce que nous perdons, ce que j'appelle moi la balance coût-gain. Et simplement en posant ces éléments de ce que nous pouvons gagner en passant à l'action ou ce qu'on perd en restant passif, ça peut déjà nous éclairer et nous donner plus de motivation à aller de l'avant. Donc c'est une exploration, une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de nos moteurs d'action, qu'est-ce qui nous pousse à l'action, et une meilleure connaissance de ce qui nous freine et de nos mécanismes. Donc on revient toujours à la connaissance de soi qui est le fondement de tout changement. C'est ce qui, à mon avis, pourrait nous aider à passer à l'action. Et d'ailleurs, pour compléter un peu ma réponse, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le coach, dans son accompagnement, quand il va demander à la personne, après chaque action qu'il va mettre en place, s'il est OK ou pas avec ça, donc même si la personne, elle va refuser, c'est en soi une décision. Quand elle va dire non, je ne suis pas prêt maintenant, c'est une décision. Donc, même l'inaction, le fait de ne pas entreprendre une action, c'est une décision. Et donc, le coach, il va petit à petit installer chez le coaché en le responsabilisant, en l'invitant à voir que c'est lui qui a pris la décision, à installer ce nouveau logiciel qui est la prise de décision en toute conscience, en étant responsable de sa décision. Et ça aussi, pour revenir à la notion d'analyse transactionnelle que M. Reda a souligné, il faut savoir que le coaching fonctionne en permission et en protection. Et donc, c'est un espace en même temps de protection et de permission. Quand le client arrive, quand le coach arrive, nous lui disons oui, vas-y, on lui donne la permission d'y aller.
bien sûr en l'aidant à voir tout l'impact de ses décisions sur lui-même et sur son système. Et on agit aussi par protection. Oui, tu peux y aller, mais à condition de... Donc, on essaye de lui faire montrer les freins ou les obstacles qui pourraient freiner son action. Et comme ça, par petits coups, comme ça, par petits pas, on va aller vers l'émergence de cette puissance et de permettre à la personne de devenir plus autonome et de se risquer, d'oser agir. De façon, lorsqu'on ose agir, on ose agir, on ose agir, on obtient des résultats. Si ces résultats sont positifs, c'est tant mieux. C'est exit, on sort. Si le résultat est donc moins bon, on peut réajuster notre objectif qui peut-être été trop élevé et réajuster les opérations que nous allons mettre, réajuster la stratégie, injecter de nouvelles ressources et on reteste. Donc c'est ça, on fonctionne par essai-erreur, essai-erreur. Et dans un cadre de coaching, le client se sent beaucoup plus en sécurité parce que c'est un espace de sécurité qui nous manque dans la vie quotidienne. Mais on est donc le coach par sa bienveillance, son non-jugement, son écoute, sa mise en mouvement, parce que c'est ça le coaching, c'est mettre l'autre en mouvement, va pouvoir aider à la prise de décision. Et bien sûr que lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui est le témoin de notre transformation, on va s'entraîner, on va s'engager davantage, on va vouloir revenir pour recevoir des feedbacks. Et donc, dans cet entretien que nous avons avec les différents entretiens que nous avons dans un protocole de coaching, le client progresse petit à petit, parce qu'il n'est pas question de casser des habitudes, on n'a pas de baguette magique, ça se fait dans le temps. Tout changement demande du temps. Même au niveau du cerveau, pour mémoriser une nouvelle habitude, ça demande au moins 21 jours. Donc, oser, moi je pense que c'est le mot d'ordre pour pouvoir amener du changement, c'est oser décider, oser faire des erreurs, oser se tromper, et il n'y aura jamais rien à regretter, parce que je pense qu'on regretterait plus l'inaction et la passivité que de nous être trompés. Mais bien sûr qu'il faut aller chercher un peu plus profondément dans notre enfance même, ce qui freine cette confiance en nous-mêmes pour aller vers l'action et prendre des risques. Y a-t-il d'autres questions? Merci, Sausen. J'ai pris la parole en tant que passionnée de coaching, on est un peu... Oui, bonjour. Si vous permettez, Madame. Oui, bien sûr, avec plaisir. La parole. Une petite question à Madame Sausen, que je remercie infiniment pour cette très belle présentation, très riche, et aussi qui nous a emporté comme vous l'avez bien dit, Madame Miko. Vous avez parlé tout au début, tout au début du passage du mode automatique au mode adaptatif, c'est-à-dire faire la bascule d'un mode, on va dire, conditionné. Un mode voilà, où on est conditionné à un mode adaptatif qui est régi par le préfrontal. Et vous avez aussi dit que ce mode adaptatif va devenir lui-même automatique. Alors, jusqu'où va aller cet automatisme? Est-ce qu'on va à chaque fois être dans cette bascule, mode adaptatif, automatique, adaptatif? En fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, admettons que là, par exemple, on va conscientiser cette bascule. Le fait de conscientiser un mécanisme inconscient, ça va faciliter son intégration. Et après, comme s'il va passer du mode préfrontal au mode automatique. Concrètement, la map, par exemple. La map, avant, je parle de mon cas personnel. Avant, j'oublie de la faire, ou bien il ne me vient pas en tête l'idée de faire ça.
Et après, petit à petit, ça devient comme une sorte d'automatisme. Et l'idée, c'est que, également avec l'intuition, l'intuition, c'est quelque chose qui est préfrontal. Et le fait de comprendre, d'expérimenter, déjà de comprendre comment elle peut changer la qualité de nos décisions, et après de l'expérimenter dans sa vie. Petit à petit, en fait, le fait de donner attention à l'intuition, c'est comme si c'est un comportement qui va devenir automatique. Là, maintenant, je vais me mettre en posture où je vais vraiment être plus attentive aux signes, aux synchronicités, etc. C'est dans ce sens-là, c'est ce que je veux dire par le fait que ce qui est préfrontal maintenant, en l'expérimentant, en le conscientisant, il va petit à petit devenir plus automatique et il va faire partie de notre quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit outil par rapport à l'intuition, comment la stimuler, que effectivement le mental n'a pas réponse à tout, qu'il faut laisser place à l'intuition, il faut laisser justement l'intuition prendre les commandes. Et vous avez parlé de méditation, et moi je pense que le meilleur outil de méditation, c'est la prière. C'est la prière, c'est le moment où justement notre préfrontal est connecté au sol, il est au sol, et donc il y a plus d'irrigation, il est plus alimenté en oxygène et en sang. Et du coup, après la prière, souvent on va se rappeler où on a posé des choses, où on a, ça nous aide la plupart du temps à trouver des réponses à un certain nombre de questions. Voilà, merci beaucoup. Un des protocoles que je viens d'évoquer, c'est le neurosciences question. C'est un protocole que j'ai eu dans ma formation de coaching neurosensoriel. Le fait de poser une question courte et ouverte et après marcher dans la confiance et pas attendre, et repérer, identifier les évidences. Est-ce que c'est pas en quelque sorte l'istikhara? L'istikhara, quand on va faire une prière et on va poser une question et on va dire si c'est bien, que ça soit facilité, si c'est pas bien pour moi, que ça soit écarté et que ça soit remplacé par quelque chose d'autre, et que je sois dans l'accueil et l'acceptation de ce qui va être décidé pour moi. C'est-à-dire que finalement la spiritualité, la religion, la psychologie, le développement personnel, il y a beaucoup de recoupements. Et là, on rejoint le vide dont tu as parlé, c'est au sein. Quand on calme le mental, parce que ça nous fait comme un bruit de fond qui ne nous laisse pas être présent, assez présent, pour pouvoir déceler ou détecter toutes les informations qui nous entourent, parce qu'on est on est dans un champ informationnel. Un champ informationnel. On est dans un champ informationnel. Ben, écoute, merci infiniment encore une fois, mille merci. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue sur cette plateforme. Tu es bienvenue au Maroc. Nous sommes des pays frères et on a une affection spéciale pour le peuple tunisien. Et je suis ravie de recevoir les Tunisiens sur cette plateforme. Nous avons des personnes du Québec et je lui souhaite aussi la bienvenue, Guylaine. Je souhaite bienvenue à tous ceux encore une fois, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et je compte sur vous pour les prochains lives. Pour le mois de mars, notre plateforme Coaching News Magazine organise un événement dédié aux femmes. Alors, on ne l'a pas fait exprès, mais c'est le 20 et 21 2021, donc 20 et 21 mars 2021. Donc, ça sera donc un événement où plusieurs speakers internationaux et nationaux vont se réunir pour offrir aux femmes et même aux hommes, ils sont aussi les bienvenus, des conférences, des masterclass
autour de l'empowerment des femmes et on va parler de plusieurs mécanismes que nous rencontrons plus chez la gente féminine que chez la gente masculine. Et nous allons donc apporter un éclairage et un soutien et beaucoup d'outils, de protocoles pour pouvoir aller de l'avant, avancer faire avancer les femmes dans leurs projets, leur permettre voilà, d'oser rayonner. C'est pour ça qu'on a dit, qu'on a choisi comme titre Né pour briller. Et nous brillons comme des étoiles de façon naturelle. On n'a pas besoin de plus que d'être là, simplement être femme, l'être pleinement et prendre sa place. Donc, vous pourrez avoir le lien d'inscription sur notre magazine dans la partie Events. Il y a donc, il y a donc il y aura toutes les informations nécessaires pour nous suivre pendant le week-end du 20 et du 21 mars. Ça sera pour nous une renaissance, une nouvelle façon d'être femme. Et moi, Rajé, je vais saisir cette occasion cette belle occasion pour annoncer que tu seras mon invité la semaine prochaine sur la plateforme moncoach.tn. Et on va rester avec cette belle énergie et avec un verbe que tu aimes très beaucoup l'utiliser. C'est le verbe oser. On va oser être optimiste et on va vraiment proposer comme thème, tu m'as proposé comme thème l'optimisme et la résilience pour un mental en or. Voilà, donc on va oser dans ces conditions-là être optimiste et c'est avec grand plaisir tu animeras un live la semaine prochaine sur la plateforme moncoach.tn. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez encore prendre une dernière question? J'ai levé la main il y a un moment, si c'est possible. Maha, écoute, ok, on ne peut pas dire non. Hein. C'est difficile pour nous de dire non quand les personnes nous sollicitent, mais je pense que ça va être la dernière cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'elle a levé la main. Là. Oui, en fait, ma question, c'est en fait, est-ce qu'aujourd'hui, en neurosciences, neurosensorielles, est-ce qu'on sait combien est le quota de métaprogrammes qu'on peut éliminer ou bien renouveler ou changer par mois ou par jour pour être de plus en plus alignés avec nous-mêmes et nos décisions? Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne? Est-ce l'humain en général, est-ce qu'on a ces données-là? Personnellement, je n'ai pas des données quantifiables, mesurables. C'est-à-dire identifier les métaprogrammes. Peut-être qu'il y a une diversité de métaprogrammes, mais comment mesurer? Ça veut dire quoi? Le passage d'un métaprogramme à un autre Oui, en gros, combien de métaprogrammes, genre des croyances limitantes ou des métaprogrammes non aidants, comme si c'est une mise à jour de logiciel, de notre programme, nous-mêmes. C'est comme la mise à jour qui va faire qu'on est constamment aligné par rapport à qui on est, notre environnement, notre apprentissage. Est-ce qu'on arrive à arriver à ce point-là en termes de science? Je ne sais pas si j'ai les éléments pour vous répondre. Moi, ce que j'ai envie de vous dire spontanément là, c'est qu'il n'y a pas déjà de recette et que chacun, il va en fait utiliser les techniques qu'il veut et peut-être travailler sur les croyances euh, qu'il qu'il voit que c'est écologique pour lui d'aller les travailler et les reconditionner ou bien changer sa perception par rapport à elle. Donc, ça va dépendre en fait de la situation, ça va dépendre de l'étape d'évolution de la personne. Je pense que c'est contextuel, je pense que ça va dépendre de plusieurs variables. Non, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse quantifiable. Non.
Mais je pense qu'il a été prouvé par rapport à la neuroplasticité de notre cerveau que nous sommes capables de changer les circuits neuronaux et que nous pouvons faire de nouveaux apprentissages, car tout changement passe par un nouvel apprentissage d'ordre cognitif ou comportemental. Et ça passe obligatoirement d'abord par une prise de Prise de conscience. conscience. Donc, je prends conscience d'un métaprogramme. Par exemple, quand je prends une décision, soit j'évite la douleur, soit je vais vers quelque chose de joyeux. Donc déjà, quand je prends, quelle est ma tendance? Est-ce que j'ai tendance à éviter la douleur? Et dans ce cas-là, je risque peut-être à tellement éviter la douleur à rester inactive. Et donc, on va voir les conséquences de ce métaprogramme pour aller je vais vers quelque chose et je vais donc changer de métaprogramme pour aller vers ce que je souhaite, vers le plaisir, vers la réussite, donc, c'est des prises de conscience, c'est toujours point de départ, prise de conscience, meilleure connaissance de soi. Après, tout ce qui est croyances limitantes, c'est aussi identifier et définir mes croyances limitantes et aller donc agir sur ces croyances limitantes par tous les outils que Saucen a pu nous décrire lors de sa présentation. Une croyance limitante, si je crois que je ne mérite pas de réussir, si je crois que c'est trop tard de réussir, si je crois que c'est impossible de réussir, eh bien, simplement, le comme si que Saucen est vraiment magique. Je vais faire comme si c'est possible. Et je ferme les yeux, je fais comme si c'est possible. Et je vais donc envoyer à mon cerveau les différentes étapes, je vais les faire défiler. Et mon cerveau va, par cette imagination créatrice, faire comme si on va créer quelque chose du déjà vu. Donc, le cerveau, comme il aura déjà vu ces images que nous avons construites juste par l'imagination, lorsqu'on va se réveiller, on va pouvoir donc mobiliser les ressources pour aller vers ce que nous souhaitons. Donc, il y a tellement de techniques, c'est tellement vaste, c'est tellement beau. Ce que nous avons présenté pendant cette heure et demie n'est qu'une synthèse, mais il faut chaque outil, il faut aller profondément dans chaque outil, l'appliquer, l'expérimenter, le tester. Et chaque personne va aller vers ce qui fonctionne pour elle. Il y a des personnes qui vont aller vers l'analyse transactionnelle et ça va marcher pour eux. D'autres qui vont aller vers des outils de programmation neurolinguistique, d'autres qui vont aller vers les neurosciences, d'autres. Donc, chacun va avoir une sensibilité par rapport à tous ces outils du développement personnel. Il suffit de tomber sur celui qui vous sied le plus et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, sur ce, on va aller sur les affirmations positives pour clôturer, positivement pour clôturer oui, voilà. cette rencontre. Merci beaucoup.